Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont voté pour choisir la thématique de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant du régime cétogène et surtout de son utilité chez les sportifs. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce régime cétogène à l'occasion notamment du Tour de France avec Chris Froome ou encore Romain Bardet, ou vous en avez peut-être déjà entendu parler à l'occasion d'un ultra-trail avec Timothy Olson. La question c'est qu'est-ce que c'est que ce régime cétogène et quel est le but de ce régime pour la performance sportive? Vous êtes en bon endroit car c'est ce que nous allons discuter dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons donc nous intéresser au régime cétogène chez le sportif et voir si celui-ci permettrait de performer comme une alimentation normale. Alors, en première partie de cette vidéo, je vous propose qu'on refasse brièvement le point sur ce que c'est que le régime cétogène d'un point de vue alimentation, et notamment d'un point de vue répartition macronutriments, à savoir les lipides, les glucides et les protéines, et nous verrons aussi quelles sont les conséquences métaboliques de ce régime sur l'énergétique du corps humain. Dans une deuxième partie de la vidéo, on va refaire un petit peu le tour des filières énergétiques qu'il existe au niveau musculaire, et nous verrons pourquoi le régime cétogène peut être intéressant pour le sportif, et notamment pour les sports d'endurance. En troisième partie de la vidéo, nous verrons, comme d'habitude, des études scientifiques qui vont nous permettre de trancher à savoir si le régime cétogène permet de performer par rapport à une alimentation normale, et voire même si celui-ci ne permettrait pas de surperformer toujours par rapport à une alimentation normale. Et pour terminer, nous irons faire un tour d'horizon avec deux articles scientifiques nous soufflant la piste de ce qu'on appelle la périodisation, qui vise en fait à entraîner le corps à puiser dans ses réserves adaptatives, permettant vraisemblablement de stimuler l'utilisation des graisses à l'effort. Allez, c'est parti, on attaque avec le petit récapitulatif du régime cétogène d'un point de vue alimentaire. Si vous ne savez pas encore ce que c'est que le régime cétogène, je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur le régime cétogène qui s'affiche ici, où j'explique globalement l'histoire et les bases de cette alimentation un peu particulière. Pour faire court, il est important de rappeler que le régime cétogène est basé sur la forte consommation de graisse, contrairement à une alimentation équilibrée où les glucides en fait fournissent la majeure partie de nos apports énergétiques. Nous avions vu que cette alimentation cétogène est donc basée sur des apports normaux en protéines, des apports très faibles en glucides et des apports très importants en lipides, représentant généralement 60 à 80% des apports en énergie du corps. Le régime cétogène, qu'on connaît aussi sous le nom de régime faible en glucides ou régime low carbs, induit une modification du métabolisme énergétique du corps, avec notamment le passage en cétose. En effet, en suivant ce régime, notre corps passe d'une source d'énergie principalement basée sur les glucides à une source d'énergie basée principalement sur les graisses. Cela se traduit notamment par la production de corps cétoniques par le foie, qui vont être utilisés comme carburant énergétique par les muscles ou encore par le cerveau. A noter aussi que le muscle peut directement utiliser les acides gras du tissu adipeux pour en retirer de l'énergie. La grande question ici est de savoir si ce régime est compatible avec la performance sportive, et surtout de savoir s'il permet une augmentation des performances. Comme je vous le disais en introduction, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce régime cétogène grâce à Chris Froome, qui est un cycliste de renom, et qui avait posté sur Twitter un de ses repas. On pouvait voir sur sa photo un repas riche en protéines, en graisses, et dépourvu de glucides. Ce qui est assez intriguant pour un cycliste, puisqu'on est plutôt habitué à voir des assiettes remplies de féculents riches en glucides. De plus, pendant le Tour de France, on a commencé à entendre parler des boissons au cétone, et aussi de cette idée de périodisation dont nous reparlerons à la fin de la vidéo. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que nous voyions ensemble les différentes filières énergétiques utilisées par le corps humain, en fonction du type de sport et de l'intensité de l'effort, afin notamment de mieux comprendre dans quelle discipline le régime cétogène pourrait être intéressant. Allez, c'est parti pour le petit récapitulatif sur l'utilisation des filières énergétiques. Nos muscles disposent de trois grandes filières énergétiques pour répondre aux besoins constants de formation d'ATP, c'est-à-dire pour produire de l'énergie. La première grande filière est la filière anaérobie alactique, qui est très sollicitée pour des exercices de très haute intensité, comme la musculation ou encore les sprints de 100 mètres. Le substrat de cette filière, c'est la créatine phosphate. Autrement dit, la matière première que nous utilisons pour former de l'énergie au niveau musculaire, c'est la créatine phosphate. C'est donc la créatine phosphate qui alimente le muscle en énergie. Cette filière est très puissante, mais elle ne nous permet pas d'entretenir un effort sur le long terme, puisque les stocks de créatine sont malheureusement assez faibles. Avec cette filière énergétique, nous pouvons réaliser des efforts de moins de 15 secondes, mais à très haute intensité. Et heureusement pour nous, il existe d'autres filières,
nous permettant de fournir de l'énergie au muscle sur le plus long terme. En effet, le muscle dispose d'une deuxième grande filière énergétique pour fournir de l'énergie, c'est la filière anaérobie lactique. Cette filière énergétique est très sollicitée par exemple pour le 200 mètres en natation ou encore la course de 400 mètres. Le substrat énergétique de cette filière, c'est le glucose. Et cette filière permet d'entretenir un effort pour des durées allant de 0,5 à 2,5 minutes. Et ici, il faut savoir que cette filière permet d'entretenir des efforts d'intensité soutenue. Maintenant, si on veut faire un effort sur de plus longues périodes, nos muscles vont devoir puiser dans les filières aérobie. Ce sera le cas, par exemple, pour le 1500 mètres en natation ou encore pour la course de 1500 mètres. Ces filières aérobie utilisent comme carburant soit du glucose, soit des acides gras. Ces filières aérobie permettent de maintenir un effort au-delà de 3 minutes, mais avec une intensité plus faible que les deux précédentes que nous venons de voir. Ici, nous allons donc nous intéresser aux filières aérobie, car comme vous le comprenez, ce sont ces filières qui vont être modulées par le régime cétogène. En effet, l'utilisation des graisses par le corps n'est possible que pour des exercices de longue durée en mode aérobie. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les filières aérobie sont majoritairement utilisées pour des sports d'endurance. C'est pourquoi nous allons discuter de l'utilisation du régime cétogène pour des sports d'endurance. Alors que pour des sports, on va dire plus explosifs, comme les sprints ou le 400 mètres, ça n'a pas d'intérêt, puisque le corps utilise majoritairement de la créatine phosphate et du glucose. Arrêtons-nous maintenant 5 minutes sur les réserves énergétiques du corps humain, afin de bien comprendre la logique du régime cétogène. Alors, imaginons un homme de 70 kg ayant 10% de masse grasse. Cet homme possède 2 grands réservoirs d'énergie dans son corps, un peu comme des batteries lui permettant d'aller plus ou moins loin, plus ou moins vite. La première batterie qu'il possède est une batterie basée sur des réserves de glucides, et l'autre deuxième batterie qu'il possède est basée sur des réserves de lipides. Si on s'intéresse aux réserves glucidiques, le corps dispose en moyenne de 400 g de glycogène au niveau musculaire, d'environ 100 g de glycogène au niveau hépatique, et à peu près 5 g de glucose dans le sang. Cela nous fait donc un total de 505 g de glucose, soit une valeur théorique énergétique de l'ordre de 2020 kcal. Maintenant, intéressons-nous aux réserves de graisse. On retrouvera environ 150 g de triglycérides au niveau musculaire, 7000 g de triglycérides dans le tissu adipeux, et environ 5 g de triglycérides dans le sang. Au total, cela nous fait donc 7155 g de graisse, soit un total théorique de 64 395 kcal. Ici, on se rend donc compte que la taille des batteries n'est pas du tout la même. En fait, on dispose d'une batterie de l'ordre de 2000 kcal avec les glucides, et d'une batterie d'environ 65 000 kcal avec les lipides. À titre d'exemple, un marathon, c'est environ 2800 kcal de dépensés. On comprend donc pourquoi le métabolisme énergétique d'un marathonien sera alimenté à la fois par les réserves de glucose, mais aussi par les réserves de graisse. Le dernier point qui nous reste à aborder, c'est l'utilisation différentielle des lipides et des glucides en fonction de l'intensité de l'effort. En effet, le mix énergétique glucides-lipides évolue en fonction de l'intensité de l'effort, c'est-à-dire que notre corps brûle des lipides et des glucides en proportion variable pour assurer un effort plus ou moins intense. Quand on regarde l'oxydation des substrats par rapport à l'intensité de l'effort, on s'aperçoit qu'on brûle beaucoup de lipides pour des efforts d'intensité faible à modérée, et qu'au-delà d'une certaine puissance, les lipides ne sont plus utilisés comme source d'énergie par le muscle. Pour ce qui est des glucides, on observe l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une utilisation peu importante à des efforts ayant une intensité faible à modérée, et que au-delà d'une certaine puissance, on va utiliser majoritairement, voire exclusivement, que des glucides pour fournir de l'énergie aux muscles. Ici, c'est un petit peu le même principe qu'une voiture hybride. Une voiture hybride utilise plutôt l'électricité pour accélérer à faible vitesse, et elle utilisera plutôt l'essence pour maintenir une vitesse rapide. Et bien dans le corps humain, c'est un peu le même principe. L'électricité, ce serait l'idée des lipides, et l'essence, ce serait l'idée du glucose. Autrement dit, j'utilise plutôt des lipides à faible moyenne intensité, et j'utilise plutôt des glucides à haute intensité. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette zone qu'on appelle la Fatmax zone, qui représente l'oxydation maximale de lipides pour assurer un effort à une intensité modérée. Cela veut donc dire qu'à cette intensité modérée, le muscle brûle majoritairement des graisses comme substrat énergétique. Alors un moyen simple chez vous pour déterminer cette zone et être dans cette zone, ce serait de pratiquer un effort où vous pouvez encore discuter avec quelqu'un sans être trop essoufflé. Ça pourrait être par exemple
faire un footing, mais pouvoir discuter avec un collègue. Bien entendu, cette zone est différente en fonction de chaque personne. Elle va dépendre notamment du niveau d'entraînement, mais en règle générale, cette zone va se situer entre 45% à 60% de la VO2 max. La VO2 max étant un indicateur de l'intensité de l'effort. Alors ici, je fais une toute petite aparté par rapport à certaines bêtises qu'on peut voir sur certaines chaînes YouTube. Si un jour vous entendez qu'il faut faire des exercices de très haute intensité pour brûler des graisses, sachez que c'est complètement faux, puisque comme on l'a vu, à très haute intensité, le muscle brûle que des glucides et pas de graisse. Donc exit l'idée que le muscle brûle du gras à très haute intensité. On referme la parenthèse et on continue notre petit bonhomme de chemin. L'idée du régime cétogène est donc qu'en limitant les apports en glucides, on devrait modifier ces courbes et ainsi permettre au corps, et notamment aux muscles, de brûler plus de lipides pour des intensités plus importantes. De plus, utiliser les lipides comme source d'énergie nous permettrait théoriquement d'aller plus loin, puisque les réserves de graisse sont beaucoup plus importantes que les réserves glucidiques. Finalement, ici, vous comprenez qu'avec les réserves de glucides, on va vite, et qu'avec les réserves de lipides, on va loin. Allez, on attaque maintenant les études scientifiques sur le régime cétogène. La première étude dont je voulais vous parler est une méta-analyse qui s'est intéressée à l'intérêt du régime cétogène sur les performances d'athlètes d'endurance. Cette étude a rassemblé les résultats de 8 études scientifiques permettant de raisonner avec un panel de 170 athlètes. Dans cette étude, ils ont comparé les athlètes suivant un régime cétogène par rapport à des athlètes suivant un régime normal. Les auteurs de cette étude mettent en avant qu'il n'y a pas de différence significative en termes de masse grasse, de masse maigre, par rapport à ces deux alimentations. Ils mettent aussi en avant que le régime cétogène n'a pas d'impact sur la VO2 max, ni même sur la performance des athlètes. Donc ici, on a une première étude qui nous permet de dire que le régime cétogène n'induit pas une surperformance, mais aussi que le régime cétogène n'induit pas une sous-performance. Ce qui est intéressant en soi, puisque le régime cétogène peut être compatible avec une performance très importante. La deuxième étude dont je voulais vous parler, c'est une autre méta-analyse qui s'intéresse aux performances d'athlètes d'endurance sous régime cétogène. Cette étude rassemble les résultats de 10 études scientifiques, permettant ainsi de raisonner avec un panel de 139 athlètes. Et toujours pareil, dans cette étude, on compare les athlètes qui suivent un régime cétogène par rapport à des athlètes qui suivent un régime normal. Ici, les auteurs de l'étude mettent en avant que le régime cétogène n'induit pas de modification de la fréquence cardiaque maximale, n'induit pas non plus de modification du temps d'épuisement. Ici, on aurait pu s'attendre à une augmentation du temps d'épuisement, puisqu'on se dit que si le corps utilise plus de graisse, et qu'on a vu que les réserves de graisse sont beaucoup plus importantes, on aurait pu se dire que le temps d'épuisement irait plus loin. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Le régime cétogène ne modifie pas non plus la VO2 max, ni même l'effort perçu par les athlètes. En revanche, ici, les auteurs mettent en avant une modification très importante du mix énergétique, avec une baisse de l'oxydation des glucides et une hausse de l'oxydation des lipides. Donc, finalement, le régime cétogène a forcé des adaptations chez ces athlètes, et ces athlètes se mettent à utiliser comme source d'énergie plus de lipides et moins de glucides. Encore une fois, un autre article scientifique qui nous permet de dire que le régime cétogène n'augmente pas les performances chez les athlètes, mais aussi que le régime cétogène ne fait pas baisser les performances, ce qui est déjà un résultat assez intéressant. Alors la troisième étude que j'ai choisi de vous présenter, c'est aussi une méta-analyse, mais un petit peu plus large que les deux précédentes, dans la mesure où les auteurs de cette étude ont étudié l'effet de l'entraînement en résistance combiné avec le régime cétogène. Dans cette étude, les auteurs ont rassemblé les résultats de 13 études scientifiques permettant de raisonner avec un panel de 244 participants. Ici, il faut néanmoins garder en tête que les participants ne sont pas tous des athlètes de haut niveau, et c'est là la grande différence par rapport aux deux précédentes études que je vous ai présentées. Les auteurs ont comparé les participants pratiquant un régime cétogène par rapport aux participants pratiquant un régime normal. Les auteurs de ces études mettent en avant que le régime cétogène induit une perte de poids plus importante que ceux suivant un régime normal. Ils mettent aussi en avant que le régime cétogène induit une perte de masse grasse plus importante, mais aussi une perte de masse maigre plus importante. On va aller voir maintenant une étude très récente qui a évalué les caractéristiques métaboliques d'athlètes d'ultra-trail pratiquant le régime cétogène par rapport à ceux pratiquant une alimentation classique basée sur des glucides. Dans cette étude, les scientifiques ont inclus des athlètes hommes étant dans les 10% finalistes sur des 50 km ou des 113 km. Les auteurs de cette étude ont recruté 10 athlètes dans le groupe régime cétogène. Les athlètes du groupe régime cétogène devaient pratiquer ce régime depuis au moins 6 mois et avoir moins de 20% de glucides dans leur alimentation.
et plus de 60% de lipides. Le groupe cétogène sera nommé LC pour Low Carbs. Ces athlètes sous régime cétogène ont été comparés à 10 autres athlètes, mais pratiquant une alimentation normale, c'est-à-dire avec plus de 55% de glucides dans leur alimentation. Ce groupe alimentation normale sera nommé HC pour High Carbs. Vous pouvez voir ici le design de l'étude, et on y revient plus tard pour voir les tests métaboliques qu'ont réalisés les chercheurs avec ces athlètes. Alors, un des premiers tests que les scientifiques ont fait réaliser aux athlètes, c'est de mesurer leur VO2 max. L'idée, ici, est de faire courir les athlètes sur un tapis roulant avec une vitesse qui va être de plus en plus importante et de mesurer leur consommation en dioxygène. Ce test métabolique permet donc de déterminer la consommation maximale en dioxygène des athlètes, qu'on appelle la VO2 max. Ce qui est top avec ce test, c'est qu'on peut aussi évaluer le mix énergétique, glucides et lipides, en fonction de l'intensité de l'effort. L'idée ici est de pouvoir retracer les courbes que je vous ai présentées en introduction et de savoir la quantité de lipides alloués à l'énergétique musculaire ainsi que la quantité de glucides en fonction de la puissance développée. Quand on regarde la quantité maximale de graisse oxydée, on s'aperçoit que le régime normal permet une oxydation des lipides de l'ordre de 0,6 g par minute, tandis que le régime cétogène permet une oxydation maximum des lipides de l'ordre de 1,6 g par minute. Si on repositionne ça sur le schéma précédent, on observe que le régime cétogène permet aux athlètes de brûler 2,3 fois plus de lipides à l'effort. Autre résultat assez intéressant, c'est de savoir à quelle intensité cette utilisation de lipides est maximale. On exprime généralement cela en pourcent de la VO2 max. Ici, on s'aperçoit que l'oxydation maximum des lipides chez les athlètes suivant un régime normal apparaît à 55% de la VO2 max, tandis que chez les athlètes pratiquant le régime cétogène, ce pic d'oxydation lipidique apparaît à 70% de la VO2 max. Autrement dit, les athlètes suivant le régime cétogène sont capables de brûler des lipides à plus haute intensité d'effort. Maintenant, si on repositionne réellement l'oxydation des lipides sur le graphique, on remarque que l'oxydation maximum des lipides arrive pour des intensités plus importantes, ce qui décale le point vers la droite. On pourrait alors imaginer des courbes d'oxydation des lipides complètement différentes entre les athlètes suivant un régime normal et les athlètes suivant un régime cétogène. Cette courbe va donc plus haut et est décalée vers la droite pour les athlètes qui suivent un régime cétogène. Autrement dit, les athlètes sous régime cétogène sont capables de brûler 2,3 fois plus de lipides pour des intensités d'effort plus importantes. Maintenant, reprenons le design de l'étude et arrêtons-nous 5 minutes sur le test métabolique qu'ils ont fait subir à leurs athlètes. Donc le lendemain de la mesure de la VO2 max, les scientifiques ont fait réaliser aux athlètes un test bien particulier de 6h du matin à 2h de l'après-midi. Les athlètes ont commencé par prendre un shaker amenant 5 kcal par kilo de poids. Bien entendu, les shakers étaient différents en fonction du groupe, avec un shaker riche en lipides et pauvre en glucides pour le régime cétogène, et un shaker riche en glucides et pauvre en lipides pour le groupe alimentation normale. Après la prise de shaker, les athlètes ont été au repos pendant 90 minutes pour permettre la digestion et l'assimilation de ce shaker. À la suite de cette période de repos, les athlètes ont réalisé 3 heures de tapis roulant à 65% de leur VO2 max. Bien entendu, pendant cette période, les scientifiques ont réalisé plein de mesures différentes que nous allons voir par la suite. Après ces 3 heures de course, les athlètes ont repris un shaker identique à celui du matin, donc riche en glucides et pauvre en lipides pour ceux ayant une alimentation normale, et riche en lipides et pauvre en glucides pour ceux ayant l'alimentation cétogène. Puis ils ont entamé une période de récupération de 2 heures. Maintenant, intéressons-nous aux résultats et notamment au mix énergétique glucides-lipides utilisé pendant ces 3 heures de course. Ici, vous pouvez voir l'évolution de l'oxydation des graisses pendant l'effort. Pour le régime normal, on s'aperçoit que l'effort induit une augmentation de l'oxydation des graisses, avec en moyenne 0,7 g de lipides oxydés par minute, tandis que le régime cétogène, on observe une augmentation très importante de l'oxydation des lipides, avec en moyenne 1,2 g oxydés par minute. Qu'en est-il de l'oxydation des glucides? Donc comme vous pouvez le voir sur le graphique, l'oxydation des glucides est très importante pour les athlètes suivant le régime normal, et beaucoup moins importante pour les athlètes suivant le régime cétogène. Ce qui est assez logique, puisque, comme on l'a vu, le régime cétogène n'apporte pas beaucoup de glucides. Donc le corps s'est adapté pour fonctionner plutôt avec ses réserves de graisse qu'avec ses réserves de glucides. Ici, on peut donc voir que le mix énergétique glucides-lipides est complètement différent en fonction du régime alimentaire. Si on résume ces résultats, on peut dire que lors d'un effort
à 65% de la VO2 max. Les athlètes, suivant un régime normal, utilisent dans le mix énergétique 44% de glucides et 56% de lipides. Maintenant, quand on regarde pour les athlètes suivant le régime cétogène, on s'aperçoit que leurs dépenses énergétiques sont assurées par 12% de glucides et 88% de lipides, ce qui est vraiment complètement différent. Ici, on aurait pu s'attendre à une différence sur la perception de l'effort. C'est-à-dire, si on demande le niveau de fatigue des athlètes, on se serait peut-être dit que les athlètes cétogènes auraient eu moins de fatigue que les athlètes qui ont eu une alimentation normale. Mais il n'en est rien, puisque d'un point de vue effort perçu, il n'y a pas de différence entre ces deux groupes. Pendant toute cette journée, les scientifiques ont réalisé des prises de sang à intervalles de temps réguliers, afin de mesurer les concentrations sanguines en hormones et en métabolites, permettant de mieux appréhender les conséquences métaboliques du régime cétogène. Ici, vous pouvez voir l'évolution des différents paramètres sanguins au cours du temps, comme l'évolution du glycérol, des acides gras, des triglycérides, de l'insuline ou encore du lactate. Alors pour celles et ceux que ça intéresse, je vous invite à aller lire cette publication et vous trouverez le lien dans la description. Ici, on va s'intéresser spécifiquement à deux paramètres que sont la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang, ainsi que les cétones, c'est-à-dire les concentrations sanguines en corps cétonique, qui font justement la particularité de ce régime cétogène. Première chose qui est assez intéressante de voir, c'est qu'avant de commencer les tests métaboliques, les participants sous régime cétogène ont des concentrations en corps cétonique 3 fois plus importantes que les athlètes qui ont un régime normal. De même, à l'effort, on remarque une augmentation très importante des corps cétoniques chez les participants suivant le régime cétogène, par rapport à ceux suivant une alimentation normale, et de même, à la fin de la période de récupération, on se rend compte que les athlètes sous régime cétogène conservent de très fortes concentrations en corps cétonique, contrairement aux athlètes normales, où on voit que les corps cétoniques rebaissent assez rapidement. Autre élément important, c'est la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. On observe ici que les athlètes sous régime cétogène réussissent à maintenir une glycémie normale, malgré de très faibles apports en glucides, ce qui est, à mon sens, assez intéressant d'un point de vue métabolique. On va aller voir maintenant le dernier résultat dont je voulais vous parler, puisqu'il m'a moi-même assez étonné. Au cours de ce test métabolique, les scientifiques ont réalisé des biopsies musculaires. Ils ont réalisé une biopsie avant effort, une biopsie à la fin de l'effort, et une biopsie à la fin de la période de récupération, pour aller mesurer les stocks de glycogène musculaire. Premier résultat qui est assez intéressant, c'est de voir qu'avant l'effort, les athlètes ont les mêmes quantités de glycogène au niveau musculaire, alors qu'on aurait pu s'attendre à une baisse du glycogène musculaire chez les athlètes pratiquant le régime cétogène, mais ce qui n'est pas le cas. Autre résultat très intéressant, c'est qu'à la fin de l'effort, on retrouve une baisse de la concentration en glycogène musculaire identique pour les athlètes suivant le régime normal ou pour les athlètes suivant le régime cétogène. Alors qu'encore une fois, on aurait pu s'attendre à des différences dans la mesure où les athlètes sous régime cétogène utilisent moins de glucides et plus de graisse comme carburant. Et le dernier résultat le plus perturbant, c'est qu'à la fin des 2 heures de récupération, les athlètes du régime cétogène et les athlètes du régime normal restaurent de la même façon leur stock de glycogène musculaire. Autant ce résultat était attendu pour les athlètes du régime normal, autant ce résultat est assez intriguant pour les athlètes du régime cétogène. Pourquoi ? Puisque les athlètes du régime normal ont reçu à la fin de l'effort un shaker qui contient des glucides. Donc le corps va utiliser ces glucides pour reformer ses stocks de glycogène. A l'inverse, les athlètes suivant le régime cétogène ont reçu un shaker avec très peu de glucides, puisqu'on avait moins de 5 grammes de glucides. Donc c'est pas les glucides alimentaires qui vont permettre de régénérer le glycogène musculaire. Les auteurs se posent donc la question de la source de carbone pour la resynthèse de glycogène en l'absence d'apport en glucides après l'exercice, et ils émettent 2 hypothèses. La première hypothèse serait que la resynthèse du glycogène dans le muscle se ferait à partir du lactate, ce qui pourrait impliquer notamment le cycle de Cori, qui est le fait que le foie va prendre le lactate du muscle et reformer du glucose avec. La deuxième hypothèse serait que cette synthèse de glucose et donc de glycogène se ferait à partir du glycérol. Les auteurs concluent, quel que soit le mécanisme, ces résultats suggèrent que la consommation à long terme d'un régime pauvre en glucides et riche en graisse chez des ultramarathoniens hautement entraînés entraîne des adaptations dans la régulation homéostatique du glycogène musculaire qui agit pour préserver des niveaux similaires à ceux observés lors d'une alimentation riche en glucides. Et ça, c'est un petit peu le game changer qu'on retrouve chez des athlètes qui pratiquent le régime cétogène depuis un certain temps.
ce qui n'est pas le cas dans certaines études où la période de temps est beaucoup plus courte. Alors, on va maintenant aller voir 2 revues de la littérature qui vont nous permettre de dépasser ce concept du régime cétogène et voir en fait si on peut pas puiser dans ses capacités adaptatives pour mimer un petit peu les adaptations du régime cétogène. On va donc parler de la périodisation qui pourrait théoriquement induire des adaptations bénéfiques pour la performance sportive en endurance. L'idée de cette périodisation est tout d'abord de commencer avec un exercice de haute intensité. Cet exercice de haute intensité va forcer le muscle à utiliser ses stocks de glycogène pour fournir de l'énergie, et on observerait donc une baisse de la quantité de glycogène dans le muscle. Suite à cet entraînement de haute intensité, l'athlète devra manger un repas pauvre en glucides, ce qui fait écho un petit peu au repas de Chris Froome que je vous avais présenté en introduction. Après ce repas pauvre en glucides, on embrayera avec une bonne nuit de sommeil, et le matin, il faudra pratiquer un exercice de faible intensité, mais de longue durée, et ce, à jeun. L'idée de cet exercice de faible intensité et de longue durée à jeun, c'est d'induire l'utilisation des graisses par le muscle pour permettre de créer de l'énergie, et ça va induire l'activation de voies métaboliques et de facteurs de transcription. Les facteurs de transcription PIPAR et PGC1-alpha vont être à l'origine de la surexpression de gènes impliqués dans le métabolisme des lipides et dans la biogénèse mitochondriale. Cela va donc permettre une adaptation du muscle qui va alors augmenter ses capacités oxydatives. Dans la même lignée de l'article que je viens de vous présenter, on retrouve dans une autre revue de la littérature ce même concept qui est de puiser dans ses capacités adaptatives en périodisant son apport en glucides par rapport à l'entraînement. Ici, vous voyez un planning d'entraînement avec les apports en glucides qui varient en fonction du temps. Alors, le premier jour, il faut faire 4 à 6 heures d'exercice de haute intensité en intervalle et consommer beaucoup de glucides avant l'entraînement, beaucoup de glucides pendant l'entraînement et beaucoup de glucides après l'entraînement. Néanmoins, le soir, comme vous pouvez le voir, il faudra prendre un repas faible en glucides. Le lendemain, il faudra réaliser 3 à 5 heures d'exercice continu de faible intensité après un repas pauvre en glucides avant l'entraînement et des apports pauvres en glucides pendant l'entraînement. À la fin de la session d'entraînement, on remettra cette fois-ci un repas riche en glucides et un repas riche en glucides le soir. Le jour numéro 3, il faudra réaliser 3 heures d'entraînement en intervalle à haute intensité et avoir un repas avant l'entraînement riche en glucides, un apport en glucides modéré pendant l'entraînement et un apport en glucides important à la fin de l'entraînement. Le soir, on aura un apport moyen en glucides. Le jour numéro 4, c'est le jour de récupération, donc il faudra réaliser un entraînement de moins d'1 heure à faible intensité et avoir un repas pauvre en glucides avant l'entraînement, un apport pauvre en glucides pendant l'entraînement et, à la suite de l'entraînement, avoir un repas riche en glucides, tout comme le soir. Donc l'idée finalement de périodiser ces apports en glucides en fonction des intensités d'entraînement qu'on va avoir permettrait théoriquement de maximiser ses performances et permettre d'augmenter ses capacités oxydatives lipidiques. Donc pour conclure cette vidéo, on a vu que le régime cétogène n'induit pas de surperformance par rapport à des athlètes qui auraient une alimentation normale, mais on a aussi vu que le régime cétogène est compatible avec une performance, et ce qui est déjà un résultat en soi. Deuxième grande conclusion qu'on pourrait tirer de ces études, c'est que le régime cétogène permet des adaptations du corps humain, et ce qui serait intéressant de voir, c'est faire un régime cétogène, repasser sur une alimentation normale, et voir si nos performances n'ont pas augmenté à la fin de ça. Puisque comme on l'a vu avec la périodisation, c'est le fait de faire des entraînements de haute ou de faible intensité avec ou sans glucides qui vont forcer le muscle à s'adapter. Et donc c'est peut-être là qu'on va aller chercher un gain de temps pour la performance. On en arrive à la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, moi ça me permet aussi de continuer à vous proposer du contenu de qualité basé sur des études scientifiques, et n'hésitez pas non plus à aller dans l'onglet communauté pour choisir la thématique de la prochaine vidéo. Pour celles et ceux qui veulent revoir un petit peu le régime cétogène, l'histoire du régime cétogène et quelles sont ses implications, je vous retrouve tout de suite dans la vidéo qui s'affiche.